Le XIXe siècle est considéré comme le siècle de la presse. On symbolise le début de cet essor des journaux en 1814, année où, en pleine révolution industrielle, la vapeur commence à être utilisée dans les imprimeries. L'imprimerie se transforme, on passe de systèmes rudimentaires datant du Moyen-Âge à de véritables bijoux technologiques à vapeur. Le monde s'accélère, l'information va vite, de plus en plus vite, jusqu'à prendre une importance capitale dans le quotidien du monde à travers les journaux. En 1840, la presse rotative, un véritable monstre cracheur d'encre, est inventée et diffusée à travers les imprimeries. Comme vous l'aurez compris, la presse rotative tourne jusqu'à ce que le monde entier tourne autour de ces journaux. Il est possible d'apporter un regard critique sur la presse à travers Bel-Ami de Guy de Maupassant. Ce dernier étant lui-même journaliste, il connaît ce milieu comme sa poche et est donc bien placé pour le décrire. À l'instant où Bel-Ami débarque à La Vie française, un journal parisien, il est surpris de comprendre que les journalistes affairés parcourant les locaux du journal d'un air important ne sont en fait qu'une couverture masquant la fainéantise de leur patron. Mais tous ces hommes pressés n'ont pas la même fonction au sein de la communauté journalistique et par conséquent ni payés ni considérés de la même façon. Maupassant utilise Georges Duroy dans le but de dénoncer la fainéantise et la paresse de ces hommes, qui clament faire tourner le journal alors que la seule chose qu'ils font tourner, c'est leur bilboquet. Maupassant nous dévoile cet aspect du journalisme à travers les différents rôles de Duroy au sein du journal. À son arrivée à La Vie française, il est employé comme simple reporter. Dès ce premier échelon dans la hiérarchie de La Vie française, on réalise que les reporters ne font pas honnêtement leur travail. Saint-Potin explique à Duroy et au lecteur que l'on n'interviewe jamais vraiment une personnalité. On lui fait simplement dire ce que l'on veut qu'elle dise, ou plutôt ce que les lecteurs veulent lire. Il s'agit d'une approche très commerciale pour l'époque. Et c'est tout à fait normal, après tout, les journaux sont les échos de Paris. Il est donc naturel que les soient à l'écoute du moindre petit potin parisien pour ensuite l'alimenter et le répandre à travers la capitale. Par la suite, Duroy va accéder au poste de chef des échos. Il est grassement payé et va de moins en moins sur le terrain. Ayant appris les ficelles du métier, l'importance du paraître et du travail en façade chez les journalistes, Georges aime son poste, mais il ne peut évidemment pas en rester là. Il lui en faut plus, car son ambition se raffermit à mesure qu'il gravit les échelons de la société. Duroy va finir chef des politiques, un rôle où il n'a plus vraiment quoi que ce soit à faire. Sa plume est plus acérée que jamais, son portefeuille bien alimenté et son influence incontestable. Duroy est connu et apprécié dans tout Paris, depuis ce poste longtemps convoité. À la fin du roman, Duroy est ce qu'il a toujours rêvé d'être, un bourge. Son évolution, sourire après sourire, poste après poste, boc après boc, l'a mené au sommet de la fameuse montagne de Norbert de Varenne. Duroy, car c'est comme ça que monsieur se fait appeler, est satisfait, mais il a au fond de lui conscience que la descente n'est plus très loin. Malgré le fait que les journalistes écrivent bien ce qu'ils veulent, leur parole a une valeur presque sacrée. Tellement sacrée que lorsque Georges Duroy va être ouvertement attaqué par Langremont, un journaliste rival, les deux hommes vont aller jusqu'à s'affronter en duel armé. Les duels ont beau avoir été interdits depuis 1626 par le cardinal de Richelieu, il semble que les affaires d'honneur des journalistes fassent fi de cette interdiction. Ces duels sont une occasion de prouver sa valeur et celle de sa parole. Georges accepte le duel dans le feu de l'action et ne réfléchit pas vraiment aux conséquences de ses décisions. Mais dès que le terrible moment de l'attente du combat arrive, Duroy perd ses moyens, panique et désespère. Il divague et cherche à éviter l'inévitable. Le duel ne va finalement faire aucun blessé, mais Duroy va garder une trace de cet événement. Cette proximité soudaine avec la perspective de mourir lui aura fait réaliser à quel point il tient à la vie et à quel point la perdre l'effraie. On peut cependant s'interroger sur la neutralité des journalistes à cette époque. Maupassant nous donne l'impression que les journalistes travaillent et écrivent selon leur bon vouloir, sans vraiment tenir compte de la réalité. Il faut savoir que Bel-Ami débute son odyssée parisienne en 1885, et la fameuse loi sur la liberté de la presse date de 1881. Les journaux étant totalement libres, officiellement, on peut comprendre en lisant ces lignes dans Bel-Ami que ces écrivains du quotidien profitent de cette liberté récente et sans laquelle leurs lignes ne valeraient pas lu ce qu'elles sont vraiment, de l'encre sur du papier.
Ces scribouillards sont donc de vrais parasites de la société, des commères omniprésentes dont le seul but est de profiter de chaque situation. Les journalistes sont des arrivistes, des escrocs et Georges Duroy, un malotru. L'histoire. L'histoire avec sa grande H s'écrit à l'encre des veines. Et les journalistes ne sont au final que des sangsues avides du sang suintant des plaies, laissées dans son sillon. Enfin, tout ça n'est que ma vision des choses. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et de se laisser influencer ou non par les escrocs du quotidien. D'ailleurs, que pensent les hommes politiques actuels du journalisme ? Avant un petit bêtisier fait maison, j'aimerais laisser la parole à un homme réputé pour son calme et sa neutralité. Jean-Luc Mélenchon. Comment je peux prendre une feuille de papier journal? Quel journal? Mais on s'en fout du journal, ils sont tous nuls. JB, Le Figaro, Valeurs Actuelles, c'est que des journalistes minables qui déversent leur débilité sur du papier. Tu fermes ta... Oops, I did it again. Duroy va finir chef des politiques, un rôle où il n'a plus vraiment quoi que ce soit à faire. Sa plume est plutasse et putain de sa mère. Oh, L'histoire avec sa grande H s'écrit dans le sang et les journalistes nous sont au final... Attends, comment ça s'appelle? Tu sais, des trucs qui sucent le sang. Des sangsues, etc. Malgré le fait que les journalistes écrivent bien ce qu'ils veulent, leur parole a une valeur presque sacrée. Tellement sacrée que lorsque Georges Duroy va être ouvertement attaqué par Langremont, un journaliste rival, les deux hommes vont aller jusqu'à s'affronter en l'armée. Mais mange tes morts, la putain de... Attends, ce sera enregistré ça. Bouge. Baisse la tête. Tu refais plus ça. Tu seras dans le bêtisier en fait. Ça enregistre depuis tout à l'heure. Et là il y a toi, je vois le notice qui tape contre la porte. Par la suite, Duroy va accéder au poste de... Merde, je me suis bourré là. Par la suite, merde, en vrai, tu peux pas toquer. Tu sais que là ça record. Tu sais que là, tu sais qu'on va entendre ton arrivée de merde sur mon truc en français. Là. Et je m'en fous mec, je te mets dans les bêtisiers, c'est bon. T'as un petit mot à dire à la rigueur, tant que t'es là, tant que tu fais chier. Oops,